après cet intermède pour la TVA que malheureusement on ne peut pas épuiser, je vais reprendre le cours du programme. Donc je vais vous parler un peu de la société micro-holding. Donc éventuellement il y a beaucoup parmi vous de gens qui ont déjà leur micro-holding. Qu'est-ce que je peux vous dire toujours à la lumière du matraquage en cours? On peut faire une comparaison. Société micro-holding familiale IS, c'est jusqu'à 38 120 €, c'est 15%. Et au-delà de 38 120 €, c'est 33 un tiers. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'avoir une seule micro-holding, vous pouvez en créer 10. Alors si vous en créez 10, ça veut dire que vous avez jusqu'à 381 200 €, 15%, et au-delà de 381 200 €, 33 un tiers. Bon, ça laisse quand même une certaine souplesse. Donc on a vu que l'IR, alors ça peut aller jusqu'à 75%, mais en principe il y aura peu de personnes touchées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des gens qui sont à la tranche de 45% plus 15,50, ça veut dire 60,5%. Et puis ensuite, vous aurez des gens à la tranche de 30% plus 15,50, c'est-à-dire 45,5%. Bon, j'ai un trou de mémoire. En dessous de 30%, je crois que c'est 14%. Merci. Alors, vous voyez, on peut descendre bas. 14% plus 15,50, ça fait 29,50. Donc, l'on compare les deux fiscalités, il y a quand même une marge d'économie qui est importante. Donc, je rappelle brièvement les facteurs déclencheurs pour créer une micro-holding. Bon, soit vous avez des personnes qui ont des revenus fonciers significatifs, et donc quand ils additionnent l'impôt sur le revenu plus la CSG, ça fait des prélèvements importants, et puis quand ils comparent l'autre colonne, il y a quand même des économies potentielles. J'ai commencé l'an passé des gens qui ont basculé en micro-holding parce que on ne savait même pas à l'époque qui allait gagner les élections et donc quelle serait la fiscalité qui est en train d'être votée actuellement. Donc même avec l'ancienne fiscalité, pour des personnes qui avaient des portefeuilles importants, il y avait un avantage fiscal significatif à faire basculer tout ou partie de leur portefeuille de valeurs mobilières dans une micro-holding. Ensuite, pour quelqu'un qui a sa société professionnelle, il peut bénéficier du régime fiscal société mère filiale. Le régime d'accès du régime fiscal société mère filiale est quand même relativement bas puisqu'il suffit que la société mère détiennent au moins 5% du capital de la filiale, donc les conditions d'accès sont très basses. On peut dire, pour simplifier, que dans le cadre du régime fiscal société mère et filiale, le dividende reçu par la société mère est très faiblement imposé, c'est de l'ordre de 1%. Donc pour quelqu'un qui est imposable à ce niveau-là ou à ce niveau-là, payer 1%, c'est pas cher. On peut dire également que la société micro-holding,
c'est pas très très cher à mettre en place. Ça peut être rapide. Alors en plus, là, de plus en plus, j'ai des clients qui me disent, mais attendez, la société micro-holding, comment on en sort? Ma réponse est très simple. Il ne faut surtout pas sortir de la société micro-holding parce que, bon, j'estime que c'est une niche fiscale Canada qui produit des effets bénéfiques tellement importants qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait en sortir. Et c'est pour ça que j'incite les clients, à partir d'un certain âge, de faire de la pédagogie vis-à-vis de leurs héritiers ou de leurs enfants, puis en général c'est les héritiers sur leurs enfants, de façon que un moment tôt ou tard les enfants vont hériter et que s'ils trouvent dans l'héritage une ou plusieurs sociétés micro-holding, il faut qu'ils comprennent comment s'en servir. Et donc, pour moi, la société micro-holding n'a pas vocation, il n'y a aucun intérêt à s'en sortir. Une fois qu'on en a une, il faut la conserver et puis la transmettre à ses enfants. Je suis persuadé que la plupart des sociétés micro-holding que je crée actuellement vont survivre, pas toutes, mais la grande majorité va survivre aux enfants, voire aux petits-enfants, et pourquoi pas aux arrière-petits-enfants de mes clients. À titre d'exemple, il y a quelques années, il y a eu le 300e anniversaire de la dynastie Wendel, donc un des représentants les plus connus, c'est monsieur Ernest Antoine Sellière, et à cette occasion-là, j'ai vu dans la presse que sur les 1500 descendants du fondateur, il y en avait 750 qui détenaient des participations dans les sociétés familiales, et par une indiscrétion, les 750 qui détenaient des participations dans les sociétés familiales les détenaient par l'intermédiaire de sociétés civiles. Environ, il y aurait 400 ou 500 sociétés civiles. Donc, je pense que ces sociétés civiles que j'assimile à des micro-holdings n'ont pas été créées pour donner du travail aux comptables et aux juristes, c'est parce que ça rapporte à ceux qui en sont propriétaires. Donc, quand je parle de micro-holding, je n'ai rien inventé, simplement j'applique des règles connues et j'essaie de les appliquer avec des patrimoines où il y a beaucoup de zéros en moins par rapport à des héritiers comme les membres de la famille Michelin ou la famille Peugeot, etc., etc. Donc je pense que grâce ou malgré M. Hollande, la société micro-holding familiale a beaucoup d'avenir. Voilà, beaucoup d'avenir, et donc, bon, ceux qui en ont, ils peuvent mettre l'accélérateur, et ceux qui n'en ont pas, ils peuvent envisager d'en créer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la micro-holding? Oui. Alors, si vous voulez, tous les contribuables français dépendent de Bercy. Mais on peut dire que dans la fiscalité française, il y a deux catégories de règles. Vous avez la transposition en France de règles européennes. On a parlé tout à l'heure du régime société mère filiale, des fusions, etc. Alors ça, en principe, un pays n'est pas libre de modifier puisque c'est la transposition des règles européennes. Et puis malheureusement, jusqu'à présent, l'Europe ne couvre pas tout. Ensuite, vous avez des règles franco-françaises qui peuvent être remises en question en permanence par Bercy. Un autre exemple de la perte de souveraineté fiscale des États, c'est la TVA sur la restauration. Pendant très longtemps, Chirac avait promis de baisser la TVA sur les restaurants, et il n'est jamais arrivé. Bon, Sarkozy est arrivé, et il a réussi à faire baisser la TVA sur les restaurants, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si on lui accordait cette concession, c'est que lui, en contrepartie, il a dû accorder d'autres concessions à Madame Angela Merkel, parce que je pense qu'il n'y a rien de gratuit.
Donc voilà, si vous voulez, dans la législation française, il y a deux catégories de règles. Les règles européennes qui sont incorporées dans le droit français, et puis vous avez des règles françaises. Alors les règles françaises, le législateur peut les changer quand il veut, il n'y a aucune contrainte. Voilà. Oui. Alors, c'est une excellente question. Donc j'ai vu il y a quelques jours sur le journal. Oui, alors la question, est-ce qu'il y a un risque de remise en cause de l'usufruit temporaire? Donc, je dis que c'est une excellente question, puisque, effectivement, il y a quelques jours, j'ai lu dans les Échos qu'il y avait dans les tuyaux des lois anti-abus. Et donc, d'après l'article que j'ai vu dans les Échos, ce qui serait visé, si vous voulez, c'est des gens qui sont en fait trop rapides. C'est-à-dire un apport à une société suivi d'une vente immédiate, ou au contraire une donation suivie d'une vente immédiate. Donc ça, les gens qui sont trop rapides, ils risquent de se faire coincer. Dans le concept de la micro-holding, il faut anticiper. Mais anticiper, ça veut dire, c'est pas attendre le moment où vous dites « Ah tiens, je voudrais vendre telle chose, comment je pourrais faire pour ne pas payer ?» Là, c'est trop tard. Donc, il faut anticiper. Alors, autre chose que j'ai vue récemment, c'est une jurisprudence qui assimilerait une cession d'usufruit temporaire à la perception d'un revenu. Ceci dit, moi, dans les concepts de micro-holding tels que je les applique, je ne me sens pas concerné. Donc, je pense que ces mesures anti-abus, enfin, que le fisc qualifie d'anti-abus, parce que ce sont les gens qui veulent être trop rapides. Donc, si vous faites l'opération bien étalée dans le temps, si vous apportez quelque chose aujourd'hui, et vous le vendez dans 10 ans, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous apportez ou si vous donnez un bien aujourd'hui pour le vendre 6 mois après, avec les mesures anti-abus, puisque j'ai compris que dans les mesures anti-abus, pour être tranquille, il faudrait qu'il y ait 3 ans d'écart. Donc ça veut dire que la mise en application de ces mesures anti-abus obligera le contribuable d'anticiper encore plus, mais personnellement, dans ce que je fais, dans le cas de la micro-holding, je ne me sens pas visé parce que on ne fonctionne pas comme ça, si vous voulez. Est-ce que vous avez une question? C'était au niveau de la micro-holding, c'était que des sociétés civiles, et la société civile était liée. Alors, vous savez qu'une holding, c'est pas une catégorie déterminée de sociétés. N'importe quelle société peut servir de support à une holding. Dans l'application que j'en fais, je privilégie la société civile parce que j'ai essentiellement des clients qui sont profession médicale. Il est évident que la société holding, telle que je l'explique, n'a d'intérêt que si elle est à l'IS, mais on peut opter. J'aimerais utiliser plus souvent la société en commandite simple, parce que j'estime que c'est une forme de société ancienne, rustique, qui est extraordinaire, et c'est d'ailleurs pourquoi demain, j'ai proposé au professeur Ovas de traiter le sujet la société en commandite simple et la gestion de patrimoine, parce que je pense que c'est une forme de société qui n'est pas utilisée autant que ça serait justifié ou nécessaire. Alors ceci dit, ces deux types de sociétés, ce sont des sociétés très anciennes, donc on a des jurisprudences abondantes, quasiment on a une solution à toutes les questions que l'on peut se poser. Bien entendu, on peut utiliser la SARL, on peut utiliser la société par action simplifiée, etc. Le contrainte, c'est que quand on est dans les micros, on veut aussi avoir des micro-honoraires. Donc si vous faites des opérations avec une SARL ou une société par action simplifiée, la plupart du temps, vous avez besoin d'un commissaire aux apports. C'est pas gratuit et puis ça prend du temps.
Or, quand on veut prendre des décisions rapides, il vaut mieux pas s'encombrer d'un commissaire aux apports qui va fonctionner. D'abord, il faut demander sa désignation au tribunal. Alors, selon, ça peut être plus ou moins long. Ensuite, la personne qui est désignée prend plus ou moins de temps. C'est l'horreur, si vous voulez. C'est l'horreur. Donc, voilà, je privilégie la société civile IS et la société en commandite simple parce que c'est rustique, c'est peu compliqué et c'est moins cher en fait. C'est moins cher. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on n'a pas de commissaire aux comptes, pas de commissaire au rapport que ça vous autorise à faire tout et n'importe quoi. Mais enfin, il faut être raisonnable. Donc voilà, moi je privilégie la société civile à l'IS et la société en commandite simple et j'espère que demain, le professeur en vie au VAS va nous ouvrir des nouvelles portes sur ce domaine-là. Si vous voulez, moi, j'évalue les parts en fonction de la rentabilité. En fonction de la rentabilité. Donc, je pense pour une CELAR, moi, ça me convient très bien d'évaluer l'incorporel à 8 ans de bénéfice, par exemple. C'est la rentabilité, si vous voulez. Pour moi, l'évaluation d'une part d'une société, c'est la rentabilité. Voilà. Et donc, effectivement, je ne vois pas d'intérêt de faire rentrer dans une société micro-holding des parts de sociétés qui ne crachent pas des résultats. Si vous avez une société qui ne crache pas de résultats, l'intérêt de l'incorporer dans une holding est faible ou inexistant. Donc voilà, moi je privilégie donc la rentabilité, parce que je pense que c'est le seul critère. C'est le seul critère. Bon, jusqu'à présent, mes évaluations n'ont jamais été contestées, mais je vous dis, c'est la rentabilité. Je capitalise. Ah non. Simplement, il faut bien aussi penser que, personnellement, je n'encourage pas, dans une société micro-holding, de faire intervenir des associés, disons, qui ont des intérêts différents. Donc, en principe, c'est un couple. Bon. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Si vous voulez. Alors, c'est vrai que l'existence d'un commissaire aux apports ou d'un commissaire aux comptes se justifie dans une société où il peut y avoir un certain nombre d'associés et que, évidemment, chacun des associés peut avoir des intérêts à protéger. Dans la mesure où derrière la société micro-holding, vous avez un couple, par définition, il n'y a pas de tiers à protéger. C'est leur propre patrimoine qu'ils gèrent. Si vous voulez. Et donc, voilà un peu, et je pense que ça serait, je vois pas l'intérêt dans une micro-holding qui est contrôlée par une seule personne, ou éventuellement cette personne et son conjoint, de faire contrôler ce qu'ils font par un commissaire, puisqu'il n'y a pas de possibilité de léser des associés minoritaires ou des tiers. C'est leur propre responsabilité. Et je m'en porte très bien, mes clients s'en portent très bien. Donc, si vous voulez, quand on dit micro, ça veut dire qu'il y a beaucoup de zéros en moins par rapport à des holdings purs et simples. Et donc, il faut aussi mettre en place une structure dont les frais de gestion sont raisonnables, si vous voulez. Et puis, il faut aller vite aussi. Par exemple, quand on anticipe une législation, une modification de la législation, s'il faut attendre 6 mois ou 9 mois, c'est trop tard. Il faut pouvoir aller très vite. C'est-à-dire je peux téléphoner un jour à mes clients, le lendemain, je donne les consignes au secrétariat juridique pour concrétiser ce que nous avons décidé ensemble. Il faut aller très vite dans certains cas. Pas toujours, mais dans certains cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la micro-holding? Oui, docteur. Y a-t-il un intérêt à faire remonter les dividendes dans la micro-holding depuis les CELAR, puisque au final, quand on terminera notre activité professionnelle, on fusionnera les CELAR et la micro-holding. Donc quel intérêt de payer les 5% au passage, quoi,
Donc vous ne payez pas les 5% au passage, vous réintégrez. Vous réintégrez 5% sur lequel, éventuellement, vous payez 15%. Vous ne payez pas 5%. Hein. 5%, c'est l'assiette. Et sur cette assiette, vous payez 15%. Donc c'est pour ça le vrai coût. Alors, si vous voulez, l'intérêt de la micro-holding, c'est quand même de diversifier votre patrimoine. Donc la CELARL, c'est votre société opérationnelle. Si vous avez 10, 15 ou 20 ans de vie professionnelle devant vous, moi je pense qu'il faut amorcer, sans attendre la cessation d'activité, amorcer la diversification de votre patrimoine. Et que ce que vous aurez sorti, entre guillemets, de votre société opérationnelle, qui est pour vous une CELARL, avant l'arrêt de votre activité, eh bien, ça sera ça de prix. Bon, je suis assez rassuré sur la pérennité donc du régime fiscal société mère filiale et des fusions aussi, donc qui sont complémentaires. Ceci dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc moi, je crois que si oui, moi, ma politique, c'est que quand il y a un avantage, il faut le prendre tout de suite. Alors, je trouve que transférer une partie des bénéfices de la société opérationnelle à la holding avec un prélèvement fiscal de l'ordre de 1%, pour moi, c'est un avantage. Et je pense qu'il faut le prendre tout de suite. Même si, toute chose égale par ailleurs, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, au moment où le chef d'entreprise ou le libéral décide d'arrêter son activité, dans les textes actuels, textes qui viennent de Bruxelles, en principe, il n'y a pas de prélèvement fiscal. Mais, si vous voulez, je pense que ce n'est pas quand vous aurez 67 ou 70 ans que vous allez diversifier votre patrimoine. Il faut le faire maintenant quand vous êtes en pleine force. Pleine force, si vous voulez. Et puis, voilà en gros. Je suis d'accord que quelqu'un qui distribuerait pas ou peu, c'est pas catastrophique. Mais je pense que pour moi, quand il y a un avantage, il faut le prendre tout de suite. Voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Après, dans 10 ans ou dans 20 ans, je vous dirai si vous pourrez constater si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais pour le moment, je suis fermement axé sur l'idée qu'il faut prendre les avantages tout de suite quand ils sont présents. Voilà. C'est ça de prix. Après, on verra bien après. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la micro-holding? Voilà. En gros, je pense que plus la fiscalité de l'impôt sur le revenu s'accroît. Alors quand je dis fiscalité, c'est l'IR plus la CG CRDS. Hein. Plus on a intérêt à faire basculer tout ou partie de son patrimoine dans une ou plusieurs sociétés micro-holding, sachant que dans la plupart du temps, le basculement peut s'opérer à des frais très réduits, défiant toute concurrence. Ça veut dire que c'est rentable au bout d'un an. Hein. C'est pas dans 10 ans, c'est quasiment au bout d'un an que c'est rentable. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il y a deux hypothèses. Bon, en principe, je crée des holdings pour des gens qui sont en activité. Et donc, lorsque quelqu'un est en activité, en principe, il doit financer son train de vie par la rémunération de son travail et des dividendes de sa société professionnelle. Pour les gens qui travaillent dans les professions libérales réglementées, ils ont des caisses de retraite qui, comme beaucoup de caisses de retraite, ne promettent pas la lune à leurs futurs retraités. Bon, je vous ai dit, j'ai vu récemment que la retraite moyenne versée par la CAF, c'était de l'ordre de 2600 € par mois. Depuis de nombreuses années, les présidents des caisses de retraite des médecins et chirurgiens dentistes disent à leurs confrères « Ne comptez pas trop sur votre retraite pour vos vieux jours, donc faites-vous une retraite supplémentaire ». Ben, je pense que la micro-holding, c'est une façon de capitaliser dans des conditions relativement intéressantes. Donc on peut envisager que
tant que le professionnel exerce, il finance son train de vie par des rémunérations de gérance et des dividendes. Le jour où il arrête son activité, à ce moment-là, peut-être ça sera un peu léger, les 2600 € de la CANF, peut-être pareil pour les chirurgiens dentistes. À ce moment-là, on retombe dans la même logique. On retombe dans la même logique. On va voir, dans le patrimoine, s'il y a quelque chose à gratter là-dedans. Et s'il n'y a rien à gratter, ben effectivement, la micro-holding va distribuer des dividendes pour arriver au train de vie souhaité par le fondateur. Et puis après, après, je pense que soit les gens dépensent tout avant de mourir, et bien à ce moment-là, à la fin, il n'y aura plus rien dans la micro-holding, mais dans la plupart des temps, il y aura quelque chose, et c'est aux héritiers, c'est là où je demande à mes clients de faire de la pédagogie vis-à-vis de leurs enfants pour qu'ils comprennent l'intérêt d'avoir une micro-holding, éventuellement d'en tirer les avantages après. Et après, c'est après un peu chacun, la liberté ou la décision de chacun de faire de la pédagogie. Mais pour moi, il ne faut pas sortir d'un micro-holding, mais on peut sortir du cash. Et une fois qu'on a épuisé tout ce qui est exonéré ici, il vous reste les dividendes. Alors on peut penser qu'en fin de carrière, certains praticiens auront de l'immobilier de plus de 30 ans. Et si vous avez en fin de carrière de l'immobilier de plus de 30 ans, là, ça vous permet, vous pouvez faire une vente à soi-même et vous récupérez du cash sans rien payer. C'est très possible pour quelqu'un qui a commencé à investir dans l'immobilier relativement jeune, lorsqu'il aura 67 ou 70 ans, il aura des parts de SCI à son actif qui auront plus de 30 ans, et à ce moment-là, au lieu de payer, au lieu de subir la fiscalité du dividende, donc on a vu que c'était pas pire que le reste, et bien à ce moment-là, il va céder ses parts de SCI qui ont plus de 30 ans. Et là, si la fiscalité n'est pas aggravée, ce sera sans prélèvement fiscal. Bon, c'est vrai que jusqu'au mois de septembre 2011, c'était 15 ans, c'était plus facile. Mais vous savez, la patience va être récompensée. Donc, voilà. Oui. Est-ce qu'il est valable de mettre sa résidence secondaire Non, moi je ne pense pas, parce que si vous voulez, la micro-holding, si vous voulez, c'est une société qui est soumise à l'IS. Donc directement ou indirectement, c'est bien pour défiscaliser quelque chose qui produit des revenus taxables. Donc en principe, si vous mettez, entre guillemets, votre résidence secondaire micro-holding, il faut que vous payiez des loyers. Alors là, je ne vois pas l'intérêt. Si vous avez payé des loyers, et par ricochet, les loyers que vous payez vont accroître l'assiette fiscale. Non. Je crois que la résidence principale, il y a un régime fiscal qui est très privilégié, donc là je ne vois vraiment pas l'intérêt de le mettre dans une micro-holding ou une société IS. Pour moi, la résidence secondaire, c'est à peu près la même chose. Je ne vois pas l'intérêt. Oui, mais alors si vous voulez, si vous voulez. Bon, ça c'est encore un autre problème, si vous voulez, et comme on va bientôt avoir un notaire, j'espère dans 10 minutes, un quart d'heure, il va traiter SCI et plus-value immobilière, c'est pour lui la question, c'est pour lui, c'est le notaire qui va venir dans un quart d'heure, 20 minutes. Oui, oui, docteur. Non, c'est pas pareil. Parce que, si vous voulez, au niveau de votre CELAR, là, vous avez un plafond à ne pas dépasser, parce que si vous dépassez ce que j'appelle la règle des 10%, si vous appréhendez des dividendes qui dépassent 10% du capital, vous devez les réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales. Donc, personnellement, moi, je dissuade mes clients de prendre au-delà de 10%. Et c'est vrai que si vous n'avez pas assez de dividendes
au niveau de votre CELARL, parce que vous êtes un peu limité par cette règle-là, à ce moment-là, si vous voulez des dividendes complémentaires, si votre holding a des résultats, eh ben oui, effectivement, vous pouvez compléter les dividendes de votre CELARL qui sont plafonnés par cette règle-là. Et au niveau de la micro-holding, il n'y a pas de limitation. Enfin, la seule limitation, c'est des résultats, bien entendu. Si vous avez, vous ne pouvez pas distribuer plus que... Mais oui, effectivement, la micro-holding, c'est une soupape pour vous permettre d'appréhender plus de dividendes que vous ne pouvez raisonnablement en extraire de votre CELARL. La fiscalité est la même. Non, mais dans la règle des 10% ne concerne que les CELARL. Bon, j'ai cru comprendre que ça allait être généralisé à tout le monde. Mais pour le moment, dans le droit, au moins jusqu'au 31 décembre, ça ne s'applique qu'aux CELARL. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de 100 000 euros de dividendes et que vous ne pouvez extraire que 60 000 euros de votre CELARL, parce qu'au-delà vous allez, etc., ben vous prenez le maximum en dessous des 10% dans votre CELARL, et si vous estimez que vous n'en avez pas assez, le reste, vous le prenez sur votre holding. Actuellement, dans les micro-holdings, il n'y a pas de contrainte, vous pouvez tout distribuer si vous voulez. Pour le moment, il n'y a pas de pénalité dans les holdings. Pour le moment, mais est-ce que... je pense qu'il y a eu... Vous savez, les RSI, ils cherchent de l'argent partout. Donc, le système qui est actuellement en vigueur pour les CELARL, qui est un système dérogatoire, c'est clair qu'à terme, les dirigeants vont essayer de l'étendre. Donc, ça va toucher toutes les sociétés opérationnelles. Je ne vois mal comment on pourrait appliquer ce concept à une société holding qui n'a pas d'activité professionnelle. Voilà. Donc, même si le périmètre de ce que j'appelle improprement la règle de 10% est élargi, ça me semble pour le moment osé de penser ou de croire qu'on pourrait l'étendre au holding. Mais ceci dit, comme on disait tout à l'heure, maintenant on est en plein délire en France. Donc on peut s'attendre à tout. Oui. La règle des 10%. Bon. Eh bien, écoutez, vous faites bien de me le dire. Bon, ce qui se passait, c'est que jusqu'au 31 décembre 2008, vous aviez un certain nombre de professions médicales qui ne prenaient pas de rémunération. Donc, ils ne payaient aucune cotisation sociale. Donc, évidemment, ça gênait vos caisses, parce qu'eux, ils aiment bien quand même encaisser. Mais ces gens-là avaient besoin d'argent pour vivre, donc, ils prenaient l'argent sous forme de dividendes. Bon. Apparemment, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu suffisamment pour créer une loi anti-abus. Puisque chez les médecins, il y a quelques années, Gérard Modruc m'a dit, actuellement, on a identifié 30 médecins en CELARL qui ne paient aucune cotisation. Donc, il y a eu du lobbying, etc. Donc, à partir du 1er janvier 2009, on a dit que si un gérant de CELARL percevait des dividendes qui sont supérieurs au capital social ou les primes d'émission, l'excédent était réintégré dans l'assiette des cotisations sociales. C'est-à-dire que les gens qui avaient créé une CELARL avec un capital de 7 500 euros, en principe, tout dividende qui dépassait 750 euros, il était réintégrable. Donc, ça veut dire que c'est nul. En fait, ça revient indirectement à décourager les gens. Certains le font quand même, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, la mesure, si vous aviez une CELARL créée avec un capital de 7 500 euros, eh bien, il faut incorporer le capital, le report à nouveau, les bénéfices non distribués. Et à ce moment-là, le montant de dividendes que vous pouvez distribuer sans être pénalisé par rapport à l'assiette des cotisations sociales, je m'entends bien, augmente. Voilà, c'est tout. Et cette règle-là
tôt ou tard, à mon avis, elle va être étendue aux autres sociétés opérationnelles. C'est-à-dire, si vous créez une CELARL pour être électricien, si vous créez une société pour gérer un supermarché, tôt ou tard, cette règle va être étendue. Sauf que dans ces sociétés-là, la détention du capital n'étant pas réglementée, je pense qu'il y aura des possibilités de contournement assez faciles par créer des holdings, etc. Puisqu'on voit mal comment on peut appliquer cette règle à une holding, puisqu'elle n'a pas d'activité professionnelle. Voilà. Donc,